Alors, j'espère que pour celles et ceux qui ont mangé ici, ils se sont bien restaurés. On remercie les petites mains du bancal, les bénévoles qui ont fait un travail de fou et c'était super bon. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, merci. Voilà, alors cet après-midi, l'idée, c'est de réfléchir ensemble à l'adaptation du territoire et de l'agriculture locale au changement climatique, aux modifications. Et du coup, on a essayé de... D'ailleurs, je suis devant toi. Hop, voilà. On a des intervenants qui travaillent en fait à différents degrés sur l'agriculture. On va du coup donner la parole à tout le monde et puis l'idée ça sera de se dire quelles sont nos difficultés, ce qu'on rencontre, peut-être un constat qu'on a pu faire et puis les pistes qu'on essaye de mettre en œuvre et qui nous semblent judicieuses à partager. Du coup, bonjour Michel. Du coup je vais te donner peut-être le micro à moins qu'on en ait un autre. Non, bah, écoute, je vais te donner le micro. Est-ce que, du coup, tu peux peut-être te présenter, dire qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je m'appelle Michel Ayel. Je suis maraîcher à Sauvé-Sange. Je suis installé depuis 1996. On fait des légumes et on a des vaches laitières en plus. On vend nos légumes sur le marché de Craponne et sur le marché d'Ambert. Et on a vu une évolution de la météo. Les 10 premières années, les hivers étaient à peu près marqués. Maintenant, il n'y a plus d'hiver. Et même au printemps, les printemps ne sont pas comme avant, moins pluvieux et plus chauds. Sur notre exploitation, on produit des légumes de saison, mais on fait de plus en plus, ça fait 2 ans, on a essayé de faire des melons et ça marche même à côté de Craponne. Bon, la période est plus courte, hein, mais on arrive à manger des melons au mois d'août et en septembre. Merci beaucoup. Et du coup, il y a quand même, par rapport à une certaine habitude qu'il y avait dans l'agriculture, il y a des choses que tu as dû modifier dans ta façon dans ton exploitation, des choses que vraiment tu ne peux plus prévoir de la même façon? Il y a des légumes où les premières années, on les réussissait bien. On faisait du chou-fleur en été, alors que maintenant on en fait plus automne, voire même en hiver. Et du coup, c'est facile de prévoir parce que j'imagine, alors moi je ne connais pas du tout, donc je vais dire, je dis des choses bêtes, alors je m'excuse à l'avance et soyez indulgents. Mais je me dis, ça doit être compliqué parce que je le vois en tant que personne, hein, on a du mal à savoir la météo pour le week-end prochain. Alors j'imagine vous qui avez plein de choses à prévoir. En fait, comment est-ce que vous faites pour envisager, organiser votre travail? Le travail, c'est un peu plus compliqué parce que y a des périodes, on peut avoir une semaine où on a de grosses précipitations, alors qu'avant c'était plus régulier. Il y en avait plus souvent, mais pas des précipitations comme maintenant. Après, dans une semaine, on peut avoir, je veux dire, presque deux ou 3 saisons, hein, parce que on peut avoir un jour où il fait très chaud et puis 2 jours après on peut avoir de la neige, hein. Ça arrive, hein. Merci beaucoup. Alors du coup, voilà, très difficile de prévoir. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous en sortez financièrement, mais j'imagine que vous êtes riche, hein. D'ailleurs, tout le monde le sait, les agriculteurs sont riches, sont heureux en plus, c'est quelque chose qui est connu, hein, donc je me permets de le dire quand même, c'est important. Peut-être Roland, je peux te passer la parole et tu peux nous faire une sorte de petit topo comme l'a fait Michel. Bonjour, donc Roland Ayel, moi je suis aussi à Sauvé-Sange comme Michel.
mais complètement à l'opposé, c'est-à-dire lui, il est dans la partie la plus basse de la commune, et moi, je suis dans la partie la plus haute. Donc, on a plus de 100 mètres d'écart en altitude. Voilà. Et donc, moi, je suis sur une petite ferme avec du maraîchage et puis des chèvres. Donc, je suis installé depuis une quinzaine d'années. Avant, je faisais autre chose, quoi. Donc j'ai moins de recul que Michel. Par contre, nous, ce qui est vraiment séchant, c'est le vent. Nous, on a énormément de vent. Et tous les vents, enfin aussi bien le nord, l'ouest, l'est, le sud. Et donc moi, je trouve que ce qui sèche le plus, bon, certes, il y a les températures, hein, mais c'est ce vent. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué? Oui. Ah oui. Il n'y avait pas du vent comme ça avant, ça c'est sûr. Il y avait du vent en hiver, il y avait du vent en automne, mais pas en permanence. Et là, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un jour où ça souffle assez fort. Hein. Et encore, vous ne le sentez pas, hein. Enfin, oui, mais moins. Merci. Alors c'est quelque chose pour une novice comme moi, le vent, j'avais même pas capté que ça avait une incidence sur une exploitation. Alors peut-être pour les bêtes, non? Ou c'est même pour le maraîchage? Oui, parce que ça sèche très vite. Et donc après de la pluie, on a un sol qui fait croûte et puis qui respire plus, quoi. Merci. Alors du coup, je fais la petite pub pour demain. On a un petit documentaire de Ciné Plateau qui s'appelle Sol couvert d'espoir. Je suppose qu'on va parler de la qualité des sols et de ce que le sol vit à travers tout ça. Donc peut-être on va parler du vent, justement, je ne sais pas. Chloé, je vais te passer la parole. Alors tu représentes Retourne AMAP, qui est à Retournac, une AMAP. Et donc vous travaillez avec des producteurs et vous rencontrez quelques petites difficultés actuellement. Merci. Donc je m'appelle Chloé, je suis référente producteur à la MAP de Retournac. Et effectivement, là, on se rend compte que la MAP, c'est pas ça va pas dans les milieux ruraux, quoi. Ça marche pas. On a le marché le mercredi matin, donc la vente en direct, ça marche très bien pour nos producteurs. Et franchement, c'est plutôt les paysans qui nous soutiennent que la MAP qui les soutient. J'étais maraîchère, je faisais des paniers pour la MAP. Du coup, je sais ce que c'est de passer 2 heures par semaine juste pour livrer des paniers. Et finalement, il y en a 4 par semaine, mais on passe le même temps. C'est financièrement pas intéressant parce qu'en fait, notre chiffre, on le fait le mercredi matin et le samedi matin au marché du Puy. Et voilà, on faisait ça pour soutenir la MAP. Et moi, je fais partie du bureau, donc j'ai un peu le cul entre deux chaises. Et donc, en fait, on a mis en place un système de panier solidaire. Donc, à l'aide de subventions et d'aide de la mairie, on va proposer des paniers à 0 € pour des gens qui en ont besoin. Sauf que là, on est vraiment... c'est problématique. On va faire une réunion la semaine prochaine de comment on fait. On va changer les choses, on va changer de route, quoi, avec les mêmes objectifs. Donc, rendre le lien entre paysans et consommateurs évident. Mais faut changer de route. La MAP à Retournac, ça fonctionne pas. Et en fait, on a des adhérents, surtout pour les commandes ponctuelles, donc d'agrumes, de noix, tout ça, qui viennent de plus loin. Et voilà, pour moi, on marche un peu sur... comment on dit l'expression? On marche sur la tête, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, le lien avec le réchauffement, je peux parler que en tant que maraîchère. Hein, Nous, j'ai pas vu une grande évolution, ça fait que 5 ans. Mais voilà, nous, par exemple, on met de plus en plus de tomates dehors, plutôt que sous les serres. Pareil, on fait des melons, des pastèques plein air même, ça a marché. Enfin, les concombres aussi, voilà. On se sert des serres encore, mais on met de plus en plus de choses dehors. Voilà. Je crois que vos micros fonctionnent, donc sinon on va faire des nœuds.
Je trouve intéressant quand même de se dire, parce que je crois que je vais passer ensuite la parole à Benoît par rapport à ça, parce qu'il y avait la question de la map, de là d'où je viens, en fait ça marche très bien, puisqu'en fait il n'y a pas de circuit de paysans en direct qui est installé. Mais là, alors que vous êtes tout proche et qu'il y a les marchés qui fonctionnent bien, du coup le système de la map prend moins, quoi, tout simplement. La question que je me posais quand même, c'est est-ce que les clients de la map sont des gens qui sont plutôt des néo-ruraux, des gens qui viennent d'arriver, qui connaissaient déjà le système de la map, ou pas du tout? Eh ben, les gens qui sont à la map, qui prennent des paniers hebdomadaires, c'est des retraités qui veulent nous soutenir, j'ai l'impression. J'ai un regard très critique parce que j'en ai un peu marre de ce fonctionnement. C'est vraiment des gens, tout le monde soutient la map, elle existe que pour faire plaisir, quoi, j'ai l'impression. Et c'est problématique, moi ça me dérange. Et donc les paniers solidaires, ça met un enjeu en plus qui est intéressant. Mais je pensais à modifier un peu les choses, à par exemple faire des ateliers le mercredi matin au moment du marché. Parce que du coup, en fait, à Retournac, à côté du lieu de livraison, de distribution des paniers, il y a un CPH. C'est un centre qui accueille des migrants, mais qui sont en instance. Ils ne restent pas longtemps, ils restent quelques mois avant d'aller à Saint-Jean. Enfin, je n'ai pas trop le nez dedans, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais on voudrait faire des ateliers avec eux parce que, évidemment, ils viennent de pays étrangers, ils ne savent pas comment on cuisine le pané. Ou, voilà. Donc, plutôt faire des ateliers là-dessus plutôt que de s'emmerder à trouver des producteurs pour faire des paniers pour des retraités qui vont au marché quand même le mercredi matin. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, prendre un autre... D'accord, donc en fait la modification et le changement climatique, c'est pas ça l'enjeu pour l'instant, c'est rien que l'existence de la map et le fait que en fait ce n'était pas un service, c'est plus... voilà. La map, en fait, le problème, c'est qu'on a des subventions de la map nationale. Donc, il faut exister pour avoir les subventions, mais on est partagé dans le bureau. Moi, je serais plutôt d'accord pour changer de direction totalement, de trouver des subventions ailleurs pour les paniers solidaires et de faire autre chose complètement. La map, ça marche pas en milieu rural, on arrête. Ça marche dans les villes, pas ici. D'accord. Voilà. Alors du coup, Benoît, peut-être tu pourrais reprendre la parole parce que comment s'est créé le bancal, pourquoi c'est né? Effectivement. Alors nous, quand on a démarré en 2018 le bancal, on avait voulu faire une énorme enquête sur la commune de Craponne. Et donc on avait sondé, je crois, à peu près 1000 ou 1500 personnes sur les 2000 habitants de Craponne. Et à la base, on réfléchissait à la création d'une AMAP. Et en fait, c'est pas du tout ressorti. C'était quelque chose, soit que les gens connaissaient pas du tout, soit il y avait ce côté, les gens ont besoin ici de voir pour acheter. L'idée de prendre un panier sans savoir ce qu'il y a dedans à l'avance, ça leur paraissait complètement dérisoire, voire insensé, parce qu'il y a cette habitude de toucher, de voir sur le marché, etc. Et moi, pour avoir vécu un peu dans d'autres villes plus grandes et d'avoir fréquenté les AMAP, il y a cette dimension solidaire avec l'agriculteur. Ici, je trouve qu'il y a moins cette confiance aveugle de se dire simplement je vais simplement imaginer mettre mon argent à l'année en ressources pour le paysan. Ils sont plutôt, je pense, à se dire en fait, si on fait ce métier-là, c'est un choix. On peut acheter des légumes ou pas, ou de la viande ou du pain et les choisir, mais on ne va pas mettre 20 € par semaine, par an, pour pouvoir payer directement la personne comme ça. Donc du coup, la MAP, on l'a laissé tomber carrément. Et c'est pour ça qu'on a monté une petite boutique, parce qu'on voulait quand même garder ce lien direct, entre guillemets. Donc évidemment, quand on a un local, il y a des notions de charge qui rentrent dedans. Mais chaque producteur, avec ce côté lien direct, etc., a souvent fait l'effort pour soit absorber une partie de la marge, etc., pour que vraiment on garde cette cohérence de... C'est comme un petit marché à l'intérieur, à l'abri, où toutes les semaines, on peut retrouver ses petits produits, etc. Alors on a quelques clients dans le magasin, nous, qui aveuglément nous disent « vous
mettez un panier de 20 €, peu importe ce qu'il y a dedans. Mais pour répondre à la question, c'est souvent des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont connu le système AMAP qui font ça. Je pense que c'est plus un côté solidaire que de faire des courses. Et globalement ici, je ne pense pas qu'il y ait cette envie de solidaire aveugle, quoi. Et après, du coup, pour parler un tout petit peu du temps bon, moi, je suis installé simplement depuis 2017, donc j'ai pas de recul par rapport à certains producteurs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Alors, j'ai grandi dans la région, donc je me rappelle un peu petit comment étaient les hivers, etc. Par contre, moi, au niveau du jardin, donc moi, je fais un peu de jardin et un peu de céréales pour moudre, pour faire mon pain. Et effectivement, le vent, j'ai l'impression vraiment que c'est mon pire ennemi, quoi. J'ai un peu de serre, etc., mais c'est toujours un affolement de voir ces bâches tous les jours trimballer dans tous les sens. J'ai l'impression que le vent s'arrête quasiment plus. Et effectivement, sur le sol, en fait, le vent, il va juste, même quand on travaille un tout petit peu, qu'on gratouille un peu le sol, si on sème, le vent assèche, une demi-heure après qu'on ait gratté, la terre paraît toute sèche. Et donc effectivement, il faut semer un peu selon la météo pour attendre juste la pluie qui va venir après pour espérer que ça germe. Et après, moi, je travaille de plus en plus sous couvert. Donc je récupère un peu les bottes de foin, les bottes de paille qui traînent un peu dans les champs, les choses comme ça, dont les agriculteurs veulent pas, ou moi maintenant je suis un peu plus autonome en paille. Et du coup je paille un maximum mon jardin. C'est un peu ma seule parade pour essayer de garder un peu le sol humide. Et donc j'ai un terrain très incliné plein sud, très très séchant. Ici c'est les terrains, vraiment c'est du sable chez moi. Et les étés comme 2022-2023, franchement, les légumes étaient magnifiques fin mai, juin. Et puis pendant 2 mois, il n'y a rien qui a bougé, quoi. C'était affolant, on a l'impression que tout avait grillé, tout allait mourir. Et en fait, tout a un peu attendu, peut-être grâce à la paille ou je sais pas. Et après, aux premières pluies, on a pu récolter en septembre, octobre, plus tard. Mais en fait, les étés asséchants comme ça... c'est vraiment, je trouve, un peu la misère pour les récoltes. Et ce qui me fait me dire qu'il va y avoir des soucis, c'est... J'ai assisté il y a quelques semaines à une conférence du SDIS Haute-Loire qui va catégoriser la Haute-Loire comme un département du sud de la France dans quelques années. Donc ils sont en train de monter des plans vigilance feux de forêt, incendie, etc. Parce qu'ils savent que d'ici 2000, alors les pronostics c'est 2030, 2040, 2050, ils savent pas, mais ils savent en tout cas qu'on aura exactement les étés qu'on a dans le sud ou qu'on avait dans le sud il y a 5-10 ans. Donc il va falloir effectivement adapter un peu nos cultures, les variétés et la façon de travailler un peu le sol. Voilà. Merci beaucoup. Alors tu m'offres une transition rêvée. On a Karine de l'association Grenaille qui va pouvoir prendre la parole pour parler justement de variétés, de semences et des enjeux qui sont liés à tout ça. Donc je représente l'association Grenaille qui est basée à Jax près de Chavagnac, de ce côté-là. Donc on est à environ 200 adhérents, de jardiniers amateurs jusqu'à semenciers confirmés, maraîchers. Et donc nos objectifs, on en a 3. Le premier objectif, c'est la sauvegarde des semences paysannes. Le deuxième objectif, c'est effectivement d'avoir une maison des semences qui est basée à Jax pour conserver ces semences. Et le troisième objectif qui nous tient à cœur, c'est de partager les savoirs qu'on a collectés depuis plus de 10 ans, puisque Grenaille a commencé en 2009 et a été officialisé en 2013. Donc on a collecté des savoirs sur la production de semences paysannes et on essaye chaque année de les divulguer à ceux qui veulent bien venir les écouter. Donc on a initié un petit projet qui s'appelle les jardins de la graine à la graine,
On organise des événements mensuels ou bimensuels sur des lieux variés. Ça peut être dans des jardins partagés, ça peut être dans des salles pour faire des conférences. En tout cas, on essaye d'intéresser les gens sur la production de semences et sur l'autonomie. Parce qu'on s'aperçoit que la plupart des semences auxquelles les jardiniers courants, on va dire, ont accès sont des semences hybrides sans pour autant que ce soit marqué. Et nous, notre credo, c'est plutôt les semences que les gens appellent anciennes, mais nous, on préfère dire paysannes, c'est-à-dire qu'elles sont reproductibles et elles ne font pas appel à des manipulations quelles qu'elles soient, parce qu'elles deviennent de plus en plus pointues, les manipulations. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais il y a des choses intéressantes à aller creuser là-dessus. Et donc, dans notre maison des semences, on avait jusqu'à présent 200 semences, 200 variétés. Et comme on n'est pas assez nombreux pour garder toutes ces semences, on a réduit un petit peu nos variétés en choisissant des variétés qui sont plus rares et dites locales, avec une consonance justement locale. Alors, ça rentre un petit peu dans le questionnement parce que ces semences-là, elles sont adaptées peut-être au changement, du coup, puisqu'elles sont locales, elles ont vécu ces changements que les collègues maraîchers décrivent, et peut-être qu'elles aussi, elles savent s'adapter comme nous, on essaye de s'adapter. C'est un peu notre enjeu. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, la pauvreté des variétés fait que lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a des problématiques, il n'y a pas de solution B, quoi, ni C. Et ça permet la variété, la robustesse du vivant qui est magnifique. Nous, on a essayé de tout calibrer pour que ce soit joli, pour que ce soit efficace. Et du coup, on se rend compte que ce n'est pas forcément une solution loin s'en faut, on va dire. Du coup, alors je suis désolée. Sébastien. David, tu peux venir nous rejoindre. Il y a ton petit badge, on va trouver une place. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a plein de gens pour discuter et qu'on ont une expérience. Donc voilà, c'est un petit peu hybride justement comme proposition de discussion, mais ça a son intérêt. Donc Sébastien, bonjour. Alors peut-être tu peux te présenter ? Je suis agriculteur en bio depuis 2013 à côté de Craponne, à Bonne-sur-Arzon, et donc je suis en vente directe, farine, lentilles, un peu de viande et puis transformation fromagère. Voilà. D'accord. Alors la question qu'on a essayé de traiter au départ, c'est de faire une sorte de petit constat. Est-ce que toi, tu as observé des choses, des modifications ? Le constat est il est clair par rapport. Moi, je suis agriculteur entre guillemets depuis toujours, donc c'est la ferme familiale. Donc j'ai connu la ferme à l'âge de 7-8 ans et je suis toujours resté sur cette ferme, mais on s'aperçoit bien qu'au point de vue des hivers, c'est catastrophique. On n'a plus de gel, comme je disais une fois à Benoît, c'est que le simple exemple de cette année, c'est la première année que je rentre mes vaches allaitantes à l'intérieur. Elles avaient un parc qui était bien exposé, avec une cabane en dur, bien paillée, et en fait on s'aperçoit qu'il n'y a plus de neige, donc il n'y a plus de gel, et donc les vaches sont dans la boue. Donc on ne peut plus mettre les vaches dehors, même serait-ce juste pour les sortir, le temps qu'elles se dégourdissent les pattes, quoi. Donc elles étaient à l'intérieur, et ça, je remonte à des années 95, même en 90, elles étaient dehors, quoi, l'hiver. Elles craignaient rien. Après, par rapport aux cultures, les cultures, c'est plus délicat parce que il faut bien se dire qu'elles ont un stress hydrique. Même s'il y a beaucoup d'eau, enfin un stress, aussi bien hydrique ou la chaleur en fait. Et ça, il y a quelques années, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas du tout. On chope plus facilement des maladies qu'on n'avait pas avant. Moi, j'ai chopé il y a 2-3 ans la carie, ça faisait des années que je ne l'avais pas eu. Donc il y a des solutions de traitement, vinaigre, oui, petit lait, il y a des solutions. Mais il faut faire très attention et pas essayer de faire comme d'habitude, d'une année sur l'autre, se dire, au mois d'octobre, on plante. Non. Il faut écouter le temps, il faut toujours dire, regarder un peu les lunes aussi, ça marche quand même un peu, encore quand même, et se dire, voilà, si la terre va bien, il faut aussi bien semer au mois d'octobre qu'au mois de novembre, sans hésiter, quoi. Sachant qu'il y aura toujours quand même une a priori au printemps, de se dire, est-ce qu'il va y avoir une autre couche d'eau qui va embêter, quoi. Voilà. L'adaptabilité au quotidien. Voilà, c'est tout le temps. On peut pas dire l'année prochaine je ferai comme j'ai fait cette année, quoi.
Alors qu'avant, c'était plus régulier, c'était plus dans la façon de faire. On disait, bon, allez, c'est bon, on y va, là, il n'y a pas de problème. Le simple exemple de prairie, on se met les prairies au mois d'août, ça allait très très bien, mais on s'aperçoit que le terrain est beaucoup plus séchant l'été, même si beaucoup disent qu'on a eu beaucoup de pluie l'année dernière. Oui, moi le premier, je dis on a eu beaucoup de pluie, mais en fait on a très peu de réserves en Haute-Loire. Très peu. On a des petites nappes phréatiques, des petites poches à droite à gauche, mais en fait, oui, c'est en surface. Voilà. Donc je pense qu'à l'avenir, oui, il faudra faire face à s'adapter la culture à des couverts végétaux, justement pour essayer de peut-être retarder certaines cultures ou les planter plus tard. Est-ce que tu as dû renoncer à certaines cultures? Pour l'instant, non, mais à contrario, on voit qu'il y a certaines cultures qui sont plus faciles à faire maintenant. Mais c'est ce qu'on a commencé à évoquer, voilà. Des melons, des pastèques. Oui, moi j'essaye la mer et on va voir les mouettes. Voilà, moi j'essaye le lin cette année, on verra bien. Après bon, il y a quelques années j'avais lancé le petit épeautre, le grand épeautre. Bon, c'est des plantes qui s'adaptent facilement quand même à notre terrain. Mais bon, il y a quelques années, il y a 20 ans, on ne les aurait pas essayés. Le lin, je l'ai essayé, il a 2 feuilles. Voilà, bon, c'est exceptionnel quoi. Mais de l'autre côté, voilà, à contrario, voilà, mon blé, moi je fais très attention. Alors je ne faisais pas d'attention, on ne se posait pas la question. Et pourtant j'ai toujours gardé mes variétés d'une année sur l'autre. Et même pour se dire, cette année, il y a des parcelles sur Bellevue qui sont en terrain pourtant séchant que je n'ai pas pu semer à l'automne. C'est incroyable. Et d'ailleurs, ceux qui ont voulu semer, le résultat était 0, minable. Donc, voilà, il y a un changement, ça c'est sûr. Donc une prévisibilité, je crois que vous l'avez toutes et toutes dit, qui est compliquée. Alors les pistes, elles sont multiples, mais elles sont tout sauf parfaites, parce que tout le monde découvre au fur et à mesure tout ce qui se passe et doit être très attentif. En fait, vous avez besoin quelque part même d'acquérir des connaissances pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Ça doit être très compliqué. David, je vais te passer la parole si tu veux bien t'approcher. Donc, tu as ouvert une pépinière micro-ferme qui s'appelle les Jardins de Biloba, donc au lieu-dit d'Ouillou, donc juste à côté de Craponne. Si tu veux nous en dire 2 mots. Oui, c'est ça, bonjour. Moi, oui, je suis jeune installé, donc ça fait 3 ans maintenant. Donc j'ai pas du tout de recul sur la météo locale. J'apprends plutôt, voilà, parce que je venais du sud, donc de la Drôme. Et donc pour moi, c'est vraiment des écarts, des deltas hyper importants. C'est très technique de comprendre et de s'adapter à ce climat montagnard ou semi-montagnard, je ne sais pas comment on pourrait... Voilà. Après, j'ai l'impression que tout le monde relève des défis un peu partout, que ce soit ici ou plus dans le sud, où j'ai pas mal de copains arbos qui décident même d'enlever des fruitiers pour essayer de mettre autre chose à la place. On enlève des vignes pour mettre autre chose. Donc les défis à relever sont globaux ou globales, je sais pas comment on va dire, mais moi j'ai pas du tout de recul, voilà, sur le temps, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a beaucoup de vent. On me disait effectivement qu'il n'y avait pas, même la doyenne de mon petit lieu-dit à Douillou, elle me disait, moi, on n'a jamais eu de vent comme ça. Alors, par contre, il y a beaucoup moins d'arbres qu'avant aussi. Et il y a des couloirs, il y a plus d'arbres autour des maisons, autour des exploitations. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? Moi, ça a été des échanges que j'ai eu avec certaines personnes qui me disaient que par contre, voilà, on était beaucoup plus entouré d'arbres et maintenant il y a beaucoup moins d'arbres. Donc est-ce que le vent est dû à ça? Est-ce que c'est dû à un changement réellement climatique, ou est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'arbres qu'il y a un changement climatique? Voilà. C'est une question, hein. C'est pas une affirmation. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que ça, au point de vue des arbres, c'est vrai que je pense que le vent et les arbres, c'est 2 choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres abattus, mais ce que je me suis aperçu en allant tout simplement sur des cartes anciennes, c'est qu'en fait on était un peu moins boisé avant, mais on avait c'était ce vent. Je pense que le changement climatique, c'est par rapport à ce vent
qu'il y ait des bois ou qu'il y en ait plus ou moins, j'ai l'impression que le vent, comme tu disais tout à l'heure, il est beaucoup plus présent. Par rapport au bois, on s'aperçoit qu'on était beaucoup moins boisé dans les années 65 qu'aujourd'hui. Ah ouais. Voilà, donc vous allez sur Géoportail. Voilà, mais en fait, tout ce boisement fait que bon, il est intense et fait que bon, le fait d'abattre des dizaines d'hectares, c'est sûr que ça a un effet. Avant, ils abattaient 1 hectare, ils abattaient 500 mètres carrés, voilà. Ils nettoyaient le bois, ils entretenaient le bois. Parce que là, maintenant, c'est plutôt ces coupes voilà, qui font que ça, comment dire, ça fait du mal, quoi. D'accord. Et c'est quelque chose, du coup, que vous avez observé, alors, j'apprends, hein, je trouve ça super passionnant. Le fait que ce soit très boisé, que là, ce soit beaucoup moins, est-ce que pour vous, ça a une incidence ? Après, sur nos cultures, non. Ce qui a une incidence, c'est plus les haies qui sont coupées. Parce que les haies, ça protège. Avant, quasiment tous les morceaux étaient entourés de haies et ça protégeait les bêtes, ça protège les cultures. Le vent se ressent moins. Mais c'est vrai que maintenant on a du vent tous les jours, hein, et du grand vent. Hein. Alors que avant, moi je sais que quand on était petit, l'été, quand on avait le vent du sud, au bout d'un jour ou deux, on avait des orages et ça s'arrêtait. Alors que maintenant, c'est des semaines entières. Hein. D'accord, donc on parle des haies, c'est intéressant. Moi je pense que, bon, on est entre convaincus, mais du coup c'est quelque chose, oui, dans ton exploitation, tu avais enlevé des haies, tu en as remis, ou quand 15 ans tu disais à peu près ? Non, moi j'en ai surtout pas enlevé, hein. J'en ai plutôt rajouté, mais je dirais que l'incidence sur les plantations et tout ça, avant les années 60, il y avait beaucoup de bois, mais les bois, ils étaient très clairs. Ce n'étaient pas des bois denses. Donc, le vent passait entre les arbres et il était ralenti. Alors que quand on a un bois très serré, ça freine le vent et il est plus fort après. Aussi, ce qui a disparu, c'est tous les arbres isolés, tous les feuillus, parce que le feuillu, il freine vraiment le vent. Les frênes, les merisiers qu'il y avait en bord de champ qui ont été rasés. Donc bon, ça c'est des petites choses, hein, c'est pas seulement ça. Mais si on en remet un petit peu, je pense qu'on arrivera à le ralentir un petit peu. Mais de toute façon, c'est évident, il y a plus de vent qu'avant. Et du coup, j'ai une question parce que je ne sais pas si certains sont en bio, certains ne sont pas en bio, et on oppose souvent les gens alors qu'en fait... Vous avez toutes et tous des expériences qui sont chouettes, et puis vous croyez en quelque chose, vous faites de votre mieux. En fait, c'est ce que je me dis tout le temps, en tout cas. Comment est-ce qu'on choisit, alors qu'aujourd'hui, on sait de ce que je pense savoir, en tout cas, c'est que le bio, c'est très compliqué d'en vivre, parce qu'il y a beaucoup de charges, etc. Il y a beaucoup de gens qui laissent tomber le bio. Alors, pourquoi on reste en conventionnel? Pourquoi on passe en bio? Est-ce que quelqu'un voudrait parler de ça? Alors, on peut aussi poser la question différemment. Quand on s'installe, pourquoi on décide de se mettre en bio, par exemple? Alors qu'il y a quand même des charges qui sont, de ce que je crois savoir, qui sont très compliquées. Un cahier des charges qui est très compliqué. Bon, moi, comme je suis un peu nouvellement installé et que je suis en conversion, je peux peut-être répondre à cette question. Bien que de manière globale, chacun ait ses convictions ou ses envies personnelles, je pense qu'il y a plusieurs sortes d'installants en bio. Il y a ceux qui, évidemment, voient pas une autre façon de faire, et il y a ce côté convaincu, etc. Après, il y a des questions de marché. Je pense que plus globalement... alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas parce que tout s'est un peu complètement effondré. Mais il y a pré-Covid ou Covid, il y avait une montée du marché bio qui était vraiment monstrueuse, et donc tout le monde s'y mettait. Tout le monde s'y mettait aussi parce que dans le bio, il y a aussi beaucoup d'aides. C'est des aides qui existent toujours. Et on sait qu'aujourd'hui, vivre de ses propres produits en tant qu'agriculteur, ça peut être compliqué.
Ce qui fait des fois le revenu d'un agriculteur, ce sont les aides. Et du coup, on tâtonne à aller chercher des aides un peu comme on peut selon son exploitation pour essayer d'en tirer le meilleur revenu possible. Donc le bio peut des fois être une solution de ressources. Alors il y a des coûts dans le bio, mais il y a des coûts dans le conventionnel aussi, puisque il faut... quand on achète certains produits en conventionnel, on les achète peut-être aussi en bio. Les choses coûtent plus cher en bio, mais les aides peuvent être plus intéressantes en bio. C'est un équilibre. Je pense que c'est compliqué de transformer toute une ferme déjà installée en conventionnel, de la mettre en bio. Il y a l'idée, est-ce qu'on a besoin du marché du bio? Typiquement, moi, au début, quand je me suis installé, j'étais contre la certification parce que autant quand j'étais en Biocoop avant et tout ça, c'était presque... c'était obligatoire d'être certifié bio pour pouvoir vendre dans des boutiques comme ça. Ici, le bio, il a très très mauvaise réputation, entre guillemets. Les gens préfèrent 1000 fois quelque chose de local, acheter chez un producteur qu'ils peuvent connaître, en sachant que le producteur, ils peuvent lui poser directement la question, est-ce que sur les fraises tu y mets des produits, est-ce que sur les salades tu y mets des produits ou pas, que la certification bio, qui a une connotation souvent plus chère en fait. Donc le bio n'est pas forcément un critère d'achat pour les gens. Enfin moi c'est ce que j'ai repéré. D'ailleurs souvent tout le monde l'affiche pas sur les marchés, les produits bio, etc. Donc voilà, ça peut être une piste. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. C'est vrai que par rapport au conventionnel, moi j'ai été conventionnel avant. Donc j'ai fait du maïs avant, moi j'ai connu l'atrazine, j'en ai mis. Voilà, après la reconversion fait qu'aussi à un moment donné on met des produits et on a une culture de maïs qui fait qu'on n'a qu'une culture, vous mettez une prairie à la place où vous avez 2-3 ans, 4 ans où vous pouvez ramasser dessus. Et puis après c'est gourmand en eau, après vous apercevez que si vous n'avez pas le temps, c'est une période actuellement où tout le monde prépare les terres de maïs. Et puis après le maïs, je me suis aperçu qu'en ayant fait du maïs depuis 89 jusqu'en 2009, donc ça fait 30 ans, en 89 vous plantiez en fait comme les autres semences, du maïs, un petit coup de désherbant, c'était réglé et le maïs poussait. Aujourd'hui, je pense que le conventionnel, ça serait intéressant d'en parler avec eux, c'est qu'ils mettent de plus en plus de produits pour le même résultat. Donc, le choix du bio, c'était de se dire finalement, c'est peut-être pas la peine d'en mettre du produit, d'avoir peut-être un peu moins, mais de pérenniser la récolte. Et puis après, voilà, donc maintenant, c'est aujourd'hui, le produit, avant c'était un herbicide, aujourd'hui c'est un fongicide en plus et un insecticide par-dessus. Alors que moi, j'ai connu que les herbicides, quoi. Donc il y a bien quelque chose qui se passe qui fait que le bio a quand même une certaine valeur et même aux yeux des agriculteurs, ça interroge. Mais cela dit, comme Benoît disait, et comme je dis, c'est que quand vous êtes dans un système, vous êtes pris dans un système conventionnel ou bio, conventionnel, c'est des fois difficile de revenir en bio et de se dire, moi maintenant j'ai des chiffres, j'ai une compta à rendre, j'ai des emprunts, j'ai pas le choix, il faut que j'avance, quoi. Et donc, c'est dur de basculer. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui voudraient faire le pas, mais qui ne peuvent pas parce qu'aujourd'hui, ils sont tenus poings et liés par les banques. Voilà. Et puis, les choix de certains organismes qui poussent l'agriculture à toujours mieux faire, alors qu'on pourrait peut-être moins faire. Et puis aussi, il y a une notion de quantité de nourrir la planète, certes, mais aussi, il faudrait éduquer les gens peut-être à un peu moins manger. C'est pas de moins manger, mais de manger différemment. Parce qu'en fait, on aurait toujours tendance à vouloir trop manger. Moi, le premier. Ou moins exporter ce qu'on produit, finalement. On en exporte, mais c'est pas forcément nous. Mais c'est... Oui, pas toi, mais voilà, sur les grandes cultures, du coup. Voilà, après, je pense qu'ils ont d'autres problèmes aussi. Et bon, après, je pense que c'est dur aussi bien conventionnel que bio. Mais l'avantage que nous, on a en bio, c'est qu'on n'a pas acheté les produits. Oui, moi ce que j'ai appris en arrivant ici, c'est qu'il n'y a pas le gentil bio et le méchant conventionnel. Et il y a quand même des façons d'aborder les choses qui sont beaucoup plus nuancées ici. Moi j'apprends beaucoup justement au contact des gens.
Et je me rends compte qu'il y a des schémas en venant de la ville, en fait, qui sont facilement véhiculés, en fait, et qui sont la plupart du temps complètement faux, en fait, tout simplement. Donc je suis ravie déjà qu'on puisse en discuter de façon apaisée, qu'on ne soit pas sans cesse à se dresser, en fait, en disant j'ai raison, j'ai pas raison. Là, je trouve que c'est intéressant de se poser des questions, en tout cas. Et du coup, la question dont tu parlais, David, c'est le fait d'exporter. Donc, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il y a beaucoup justement, que ce soit pour le maïs, de grandes cultures, donc en conventionnel, qui sont pour l'exportation, pour la nourriture animale, pour nourrir en fait les animaux qui ensuite donc exportés, qui ensuite reviennent donc c'est pas on parle pas de local, hein, bien sûr. Et du coup c'est vrai que la question donc dans les plans d'adaptation du territoire, les PAT, dans ce que pensent en fait les gens qui vivent en local et qui s'installent, ils voient rarement maintenant des grandes exploitations. On n'est plus sur des petites exploitations qui s'installent et les grandes qui deviennent toujours plus grandes. Est-ce que c'est juste est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? C'est-à-dire quelqu'un qui rentre, qui reprend une ferme, qui arrive et qui est comme vous, hein, on va dire que ça fait 10 ans, 10, 20 ans, on voit plutôt petit. On ne pense pas forcément à une énorme chose, on est plus dans quelque chose de raisonné, en fait, même si c'est pas bio, dans une dimension de ferme qui est plus accessible, ou pas du tout? Ou c'est pas du tout quelque chose... Moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une image des grands champs avec les gros tracteurs qui est un petit peu partie, en fait, qui fait plus rêver grand monde. Je pense que dans notre région, moi personnellement, c'est mon avis. Après, il y aura toujours les exploitations toujours plus grosses voudront toujours être un peu plus grosses. Parce qu'il y a toujours ce côté économique qui fait mal aux exploitations. Il ne faut pas rêver. Hein. Il y a des charges, les charges augmentent. Mais après aussi, pour avoir travaillé un peu avec la SAFER, j'ai été touché par rapport à travailler avec la SAFER. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, il y aurait des exploitations qui seraient potentiellement reprises individuellement. Mais le problème, c'est que se pose la question aussi que ces petites exploitations puissent être reprises par quelqu'un, un jeune qui soit motivé. Et des fois, on a des exploitations qui pourraient être prises par quelqu'un, mais le jeune ne veut pas forcément s'installer seul sur une ferme. Parce qu'aujourd'hui, il y a la notion aussi de week-end, de temps libre, qui fait qu'aujourd'hui, certaines exploitations partent à l'agrandissement. J'ai 2-3 exemples en tête où ça va se passer cette année, des fermes qui vont être reprises. Bon vouloir de l'agriculteur de laisser à un jeune, il le laissera à un jeune, mais un jeune qui va être en GAEC. Parce qu'il y a toujours cette notion de temps aussi, on veut un week-end comme tout le monde. Donc être à deux, c'est pour ça qu'après l'exploitation grossisse. Le plus gros inconvénient de ces grosses exploitations, c'est de trouver à l'avenir des jeunes qui soient capables de mettre un billet sur la table. En étant petit, on peut toujours mieux transmettre. Moi, j'ai le problème qu'on a aussi, on a quand même une grande exploitation, mais l'avenir se posera de transmettre. Est-ce qu'on sera capable de transmettre à nos jeunes? D'où la question de se dire, est-ce qu'il ne vaut mieux pas baisser, et puis après essayer de diviser, si on peut, pour faire plusieurs petits, mais est-ce qu'on aura les jeunes en face? Voilà. Aujourd'hui, ça doit être compliqué quand même de se lancer lorsqu'on n'a pas d'ancrage familial dans... C'est possible, parce que des fois, il y en a qui n'ont pas du tout d'ancrage et qui réussissent très bien. Mais et je pense que moi, mon garçon est dans une école d'agriculture, et on voit bien qu'il y a quand même une certaine motivation des jeunes. Mais après, il y a beaucoup de travail à faire dans les écoles, et puis après dans le monde agricole, parce que le monde agricole c'est assez quand même terre à terre, quoi. C'est à moi. Oui, terre à terre, mais ça fait du bien. On devrait avoir un petit peu plus de mise en valeur des agriculteurs, parce que vraiment le boulot que vous faites tous et tous, moi j'en serais complètement incapable. Et puis cette détermination, et puis après il y a quand même du coup cette imprévisibilité par rapport au temps, ces nouvelles données par rapport au vent, de ce que vous nous expliquez. Comment est-ce que vous voyez, on va dire, les 10 ans à venir? Qu'est-ce que vous pensez à quoi vous allez devoir vous adapter? Alors moi je dirais à l'imprévisibilité, au fait qu'on ne peut plus rien prévoir, mais... Ouais, si je peux répondre un peu là-dessus, je pense que c'est un peu ce qui caractérise tous les gens qui sont autour de la table.
C'est aussi la notion de ne plus faire qu'une seule chose. Finalement, l'autonomie qu'on peut tous avoir, c'est parce qu'on a des fermes assez polyvalentes et que du coup, des années où certaines récoltes ou certaines choses sont plus compliquées, elles sont compensées par le fait que soit on a des bêtes, soit on a du lait, de la viande, soit on a des céréales, des légumes. Et du coup, alors, tu parlais d'aide. Moi, c'est quelque chose que je redécouvre aussi. J'ai la chance d'être vachement bien entouré dans mon village aussi et de pouvoir compter sur les agriculteurs qui sont dans mon village. Alors presque tous, hein, mais en tout cas une grande partie. Et voilà, ce côté coup de main, entraide, il existe encore un peu. Donc ce côté conseil aussi, le fait de savoir qu'on galère des fois tous sur des moissons qui sont catastrophiques pour tout le monde. Des fois ça fait du bien de se dire que tout le monde galère un peu et que c'est normal et qu'il y en a un qui essaye quelque chose et l'autre va peut-être essayer autre chose et pouvoir échanger sur le recul qu'on a sur des essais. On a le frère de Michel qui fait beaucoup d'essais aussi sur des cultures différentes. Donc l'agriculture est encore se remet beaucoup en cause aussi, je pense, et essaye des nouvelles choses pour essayer de prévoir l'imprévisibilité. Donc il y a plein d'espoir, je pense. Après, le gros avantage qu'on a ici, c'est que on vend aussi beaucoup en direct et on a une clientèle qui répond vraiment super bien à tous les produits qu'on peut faire. Donc c'est quand même une stabilité, je pense, de savoir qu'on peut compter sur tous ses clients et qu'on peut vendre en direct une partie de notre production, quoi. Du coup, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert ici, c'est que le bio est beaucoup moins cher ici qu'ailleurs, en fait. Si on passe en direct, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête, un petit peu avec les AMAP, mais moi qui me fournis au bancal depuis un petit moment, c'est moins cher qu'à Super U, quoi. Sur le bio et le pas bio, non, mais en vente directe, on le voit sur le marché, hein, franchement aussi, les produits sont pas chers ici. Après, les produits sont pas chers, mais les salaires et les retraites sont pas très élevés non plus. Donc, mais la clientèle est là. Faut voir le marché de Craponne qu'on a, on a de la chance. Hein. Donc tant que ça perdure, on a des chances de survivre, hein, je pense. Et du coup, Karine, par rapport aux graines, justement, ça intéresse qui est-ce qui va participer à cette démarche de maintien des semences C'est quel type de profil? Ce sont des gens qui travaillent là-dedans ou c'est plus des particuliers? Il y a un peu des deux. On a la chance d'avoir des soutiens de professionnels, de gens très impliqués dans la semence et dans la recherche de la qualité. Alors tout à l'heure, tu disais que les gens devraient manger moins, mais il y a peut-être aussi une notion de qualité nutritive des aliments. Parce que dans le bio, même si on en mange moins, ça apporte peut-être plus de nutriments que si on en mange plus. Donc peut-être si on joue sur la valeur nutritive des semences et puis revenir peut-être à celles qui étaient là anciennement, plutôt que celles qui sont là maintenant et qu'on a privilégiées parce qu'elles ont un rendement supérieur, qu'elles vont plus vite, elles sont toutes pareilles. Peut-être que si les tomates sont plus biscornues, enfin moi je sais que les fraises, les meilleures, c'est celles qui sont toutes tordues, hein. Enfin, on le sait quand on cueille les fraises. Et je pense que peut-être qu'il y a à jouer dans le choix de ces semences-là. Et par contre, la question, c'était, il y a des semenciers, mais il y a beaucoup de jardiniers qui ont à cœur on parle de traçabilité, mais d'avoir un regard sur les semences qu'ils mettent dans leur jardin, parce que c'est bien de faire un jardin et de vouloir le cultiver sans mettre d'intrants dans son jardin. Mais si on va un peu plus loin, dans toutes les semences auxquelles on a accès dans les jardineries habituelles, eh ben, elles ont toutes été plus ou moins trafiquées. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elles ne sont pas reproductibles. C'est pas vraiment ça. C'est que on peut reproduire des semences hybrides. Enfin, on peut avoir des graines, mais elles ne seront pas identiques à celles qui nous ont été vendues. Parce qu'il y a eu tout un travail de sélection, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais qui a duré 7 ans, avec un choix d'un caractère,
un choix d'un autre caractère, et puis on a forcé ces 2 caractères pour obtenir des belles tomates toutes rondes, toutes identiques. Et dans ce cas-là, si on les laisse dans notre jardin, elles vont produire quelque chose, mais peut-être comme la première, ou peut-être comme la deuxième, ou peut-être pas du tout. Et dans ce cas-là, on aura des surprises. Alors que nos semences, quand on les met en terre, que l'année d'après, on produit des semences, on sait qu'elles seront conformes à celles qu'on attend, en tout cas. Ouais, je trouve ça intéressant, le fait de manger une tomate et d'en manger une autre. Au niveau nutritif, ce ne sera pas la même chose. Et on sait qu'il y a en plus une notion de santé publique. Il y a un enjeu énorme par rapport à la nourriture. Je ne vais pas parler de choses trop graves, mais quand même, on sait qu'il y a une explosion des cancers. On sait que tout ce qu'on met dans la terre, ça a une incidence. Tout ce qu'on respire, ça a une incidence. Du coup, manger, alors je parle du bio, mais je pense qu'on est d'accord sur manger bien, on va dire, avec des bonnes choses qui n'ont pas été polluées, ça nous permet de nous maintenir aussi en bonne santé. Alors du coup, ce projet de pouvoir donner à manger des bonnes choses, entre guillemets, à des personnes qui sont en grande difficulté, donc c'est chouette. On parle aussi de la sécurité sociale alimentaire qui va vous être présentée pour celles et ceux qui peuvent être là demain à 17h. Peut-être tu peux redire des mots. Comment est-ce que c'est parti cette idée de panier solidaire ? C'est parti d'un projet déjà existant. En fait, on voulait faire ça parce qu'il y a une asso à Artournac qui s'occupe du coup de ce centre où il y a des migrants qui habitent. Et en fait, nous, avec le peu d'adhérents qu'il y a, on perdait un peu le nord, quoi. Donc on s'est rattaché à ça parce qu'en fait, c'est pareil comme la SSA, quoi. On se rend compte que les gens qui n'ont pas d'argent, ils vont aller bouffer des choses pauvres en nutriments, des choses tristes, en fait, des choses qui rendent malades. Et voilà, on veut donner, on veut montrer que c'est possible. Enfin, en tout cas, on veut se donner les moyens de permettre aux gens, quel que soit leur revenu, d'avoir accès à une bouffe de qualité. Ce qui est super, c'est qu'en fait, la nourriture, à travers la nourriture, il se passe beaucoup de choses. Il se passe le lien social, on en a un petit peu parlé ce matin pour celles et ceux qui étaient là. En fait, quand on mange, on ne fait pas que manger. Il y a aussi le terroir qui, voilà, ce qu'on a dans l'assiette, si ça vient du coin, c'est les paysans du coin, c'est aussi le temps. S'il fait chaud, s'il ne fait pas chaud, le fait que la Haute-Loire passe pour un pays du Sud, pour une région du Sud dans pas longtemps. On se rend compte que ça véhicule beaucoup, et à travers l'alimentation, les enjeux sociaux et sociétaux en général sont bien représentés. On va, à moins que si quelqu'un veut rajouter quelque chose, on va... Ouais. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Parce qu'au-delà de ça, en fait, il faut bien se rendre compte qu'ici, on est privilégiés. On est des convaincus, là, tous ensemble. On va au marché, on a accès à des légumes bio pas chers, comme on disait tout à l'heure. Mais en ville, tout ça, c'est la misère. Mais vraiment, c'est problématique. En fait, j'avais participé à un ciné-débat une fois au Puy à Chadrac, et puis j'avais entendu des gens parler derrière moi, des personnes aisées apparemment, et qui disaient oui, mais pourquoi ils n'achètent pas bio ? Mais en fait, faut aussi se rendre compte je sais pas, on n'a pas la même éducation. J'ai moi-même des parents qui ont fait des fraises hors sol et des endives hors sol. Bien chargés aujourd'hui ils réfléchissent autrement, mais j'ai vécu avec une éducation comme ça conventionnelle, j'ai vécu là-dedans, et puis en fait c'est difficile. Là je suis avec vous tous qui êtes dans l'alternative, tout ça, mais c'est difficile quand on n'y est pas. Et en ville, quand on n'a pas les moyens, c'est compliqué. Ici, quand on n'a pas les moyens, ça va à peu près. Mais voilà. Je voulais montrer un peu l'envers aussi du décor. Du coup, l'intérêt de ne pas juger l'autre s'il n'agit pas comme on pense qu'il faudrait qu'il agisse, quoi. Voilà, c'est ça. peut-être la base. C'est ça. Parce qu'on n'est pas à sa place et on ne comprend pas forcément pourquoi il fait ce choix-là, comme il ne comprend pas forcément pourquoi on en fait un autre. Parce qu'il y en a, les nutriments des tomates ou des pommes ou machin, en fait, c'est pas leur leur priorité, quoi. Ils ont autre chose à... Carrément, et d'ailleurs on va avoir la chance dans très peu de temps d'avoir Cyril à côté qui va nous présenter l'open source hardware. Ça fait un peu peur, la formulation, pourtant c'est simple, c'est reprendre la main sur la technique
Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà entendu parler de l'atelier paysan, voilà, des propositions pleines de sens où en fait on peut faire beaucoup sans dépendre d'un réparateur, de quelqu'un qui va faire à la place, reprendre aussi le pouvoir et la compréhension de peut-être ceux avec qui on travaille. Il en parlera 10 000 fois mieux que moi. Je vous invite à partir de 15h30 à juste bifurquer de chaises là-bas. Et puis, si vous avez envie, on va pouvoir discuter ensemble. Je vais vous passer le micro pour réagir, poser des questions, donner votre avis. Oui, moi j'avais une question sur les graines justement. Vous avez parlé de votre blé que vous semez depuis très longtemps et vous, apparemment, est-ce que vous avez essayé de l'adapter et est-ce que ça ne fonctionne pas? Et je voulais savoir auprès des autres agriculteurs si c'est des choses que vous faites quotidiennement, c'est-à-dire année après année d'essayer d'adapter vos semences ou bien est-ce que vous les achetez chaque année? Voilà. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Et par rapport au dérèglement climatique, toujours en lien avec... moi, par rapport aux graines, mon blé, quand j'ai chopé la carie, c'est vrai que j'ai cherché à comprendre d'où ça venait. Bon, déjà, l'automne avait été un peu pourri, j'avais semé un peu plus tard, et du coup, le printemps s'est présenté, le stress hydrique a fait que j'ai chopé la carie. Donc, je ne traitais pas à l'époque mes graines, puisque c'était de la graine qu'on m'avait déjà, que un agriculteur m'avait fourni, et donc du coup j'ai relevé le défi, j'ai trouvé un autre agriculteur qui avait cette même semence. Moi je parlais du rouge de Bordeaux, et du coup c'est vrai que cette semence je l'ai retrouvée, je l'ai multipliée, mais avant de la remultiplier je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire pour la soigner, pour éviter qu'elle prenne des maladies. Donc j'ai essayé tout simplement le vinaigre de cidre rouge avec d'autres collègues, le bouche à oreille fait que quand même sur les marchés on arrive à parler entre nous et des fois se donner des astuces. Et après, en étant en fabrication, je me suis dit pourquoi pas donner du tilé, c'est juste pour acidifier. Et en fait, le fait de garder sa semence d'une année sur l'autre, comme l'année dernière, il y a eu un gros stress hydrique, on a eu quand même du blé moindre, mais il a passé l'été. Il a passé l'hiver, ça a été génial. En meunerie, moi, il me va très bien. C'est super. Mais ce qui a fait qu'il ait passé l'hiver, l'hiver et ce printemps a fait que je pense que le petit lait et puis le vinaigre de cidre l'a fait passer. Garder ses semences c'est très important parce que je pense que justement l'année dernière était très mauvaise, mais la graine à quelque part elle intègre. Et du coup je travaille sur mon exploitation aussi bien avec les vaches comme ça, se dire même s'il y a une bête qui a pâti, sa fille, elle va développer des sens, je pense, parce que sa mère aura souffert. Et la graine c'est pareil. C'est pour ça que le but de toujours garder sa graine, et même avant, je ne sais pas, mais on disait qu'il fallait garder les petites graines. C'était les meilleures dans le blé. Parce que c'était celles qui avaient le gène potentiel pour dire s'il fait sec, je vais survivre. S'il pleut, je vais exploser. Voilà. Donc c'est très important de garder sa graine. Et après, aujourd'hui c'est vrai que au point de vue de la réglementation c'est assez compliqué, mais on peut encore semer ses graines, quoi. Voilà. Et c'est très important parce qu'en plus, quand vous vendez pour Benoît son pain, ou moi quand je vends ma farine, aussi je vends une partie de l'exploitation, le travail qu'on a fait, le terroir qu'on fait. Parce que même si moi je vends ma farine, un voisin à côté n'aura pas la même façon de faire que moi et vendra son blé, sa farine. C'est donner une identité aussi à l'exploitation, mais qu'on peut partager aussi. C'est très important. Et donc la culture, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Et donc vous êtes optimiste, vous arrivez quand même à adapter certains... C'est de toute façon avec tout ce qu'on a, ce que l'on fait, en fait c'est plus un contact avec la nature qu'on a, je pense, moi que j'avais pas avant, avant 2013, entre guillemets, j'avais pas ce contact-là, mais c'est plus que la graine va m'expliquer, va me faire comprendre, la nature va me faire comprendre. Aujourd'hui, quand je sème, je regarde si la terre est chaude, s'il n'a pas trop plu. Je regarde la météo, oui, je regarde sur Internet la météo pour donner le maximum de chance. Là, j'ai semé mes lentilles, mais j'ai regardé pas mal de choses, de critères pour qu'elle lui donne le maximum de chance de pousser tout de suite. Voilà, alors après, c'est elle qui va décider. Mais si j'ai une mauvaise année, ça m'est arrivé, je ne lui en voudrais pas quand même, et je réadapterai ma façon de faire, ou j'ai semé trop tôt, ou j'ai semé trop tard, ou j'ai choisi la bonne culture avant. C'est voilà, je ne sais pas si ça répond. Et multiplier les variétés à élever, c'est pas mal pour la robustesse. Multiplier plusieurs variétés sur le même champ.
Oui, ça serait. Parce j'ai jamais fait. Parce que ça étale un peu. Enfin, je veux dire, quand il y a un risque de maladie, ça touche peut-être une variété, les autres autour. Ça, c'est un peu. Enfin, moi, j'ai eu peut-être essayé, fait un temps de planter des lentilles avec des pommes de terre et du blé sur la même parcelle. Oui. Ah non, mais là je parle de blé. Mais de blé. De blé ancien, pas de blé. Plusieurs variétés de blé. Là, au départ, j'étais en multi. Maintenant, je fais une seule variété. Ouais, une seule variété. Parce que après plusieurs variétés mélangées, il y a quelques années, ça a été très bien. Mais je pense que les gens faisaient plusieurs variétés en même temps parce qu'ils avaient très peu de graines anciennes. Et donc, pour faire des hectares, ils rassemblaient certaines graines, quoi, en fait. Oui. Mais le risque qui est aujourd'hui, moi je le ferais pas. Avant je le faisais, je pouvais faire du seigle avec du blé, mais c'était pour les bêtes. Mais mélanger plusieurs blés, vous risquez peut-être de favoriser une, et peut-être que la plus faible va rendre malade celle qui, voilà. Donc je préfère maintenant. Moi j'aurais pensé plutôt le contraire. Mais... Enfin moi c'est mon avis. Après voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Après. Moi, Daniel, je viens de l'adaptation radicale et une question que je me pose, je fais un petit peu je travaille dans des fermes en volontaire ou des trucs comme ça, mais j'ai jamais été agriculteur. Je me demandais si vous jouez ou si vous avez pensé, si certaines personnes ici pensent dans l'optique de s'adapter à des climats qui varient de plus en plus et qui sont de plus en plus imprévisibles. Je pensais aux précoces et aux tardifs. Alors, je sais pas si ça s'applique tellement bien au blé, mais globalement, je me dis que sociétalement, on s'est adapté à des saisons super régulières en disant « je peux faire des fraises 2 semaines avant les autres si je prends telle variété ». On a colonisé les bords de saison, le bord précoce et le bord tardif, en sachant précisément à quelle gueule allait avoir la saison en moyenne chaque année, parce qu'on avait des saisons relativement stables. Donc on a pour plein de légumes, en tout cas, des précoces, des milieux de saison, des tardifs, etc. Et avec un climat qui devient plus volatile, l'endroit le plus sûr, le plus sécuritaire, c'est le milieu de la saison, quoi. C'est le haut de la courbe, quoi. C'est là où le milieu de l'été va continuer à ressembler à de l'été, le milieu de l'hiver à de l'hiver, pour schématiser. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? Moi, sur les légumes, ça me fait penser aux tomates. Enfin, typiquement, moi, quand j'ai démarré, je prenais que les tomates précoces, en me disant on est à 1000 mètres, en septembre il va geler. Mi-mai il gèle aussi, donc si on veut ramasser les tomates, on n'a pas beaucoup. Et en fait, moi maintenant j'arrive à ramasser les tomates quasiment jusqu'à début novembre, quoi. Sous la serre, quand il y a 1 ou 2 nuits un peu compliquées, un voile ou 2. Donc du coup maintenant je fais des tomates tardives, des grosses tomates cœur de bœuf, les trucs comme ça. Ça passe très très bien. Après, il y a peut-être d'autres choses dans les légumes. Ça me fait penser aussi aux arbres aussi. Moi, j'avais des arbres, notamment les pruniers là. J'ai des pruniers qui fleurissent très très tôt et qui du coup prenaient des gelées chaque année. C'est ça. Et tout doucement, ça passe de mieux en mieux. Il y a les hivers évidemment où ça passe pas, mais où on arrive du coup à avoir des plus hâtifs. Donc peut-être que sur les variétés d'arbres, les choses pourront changer. En tout cas, moi maintenant, j'essaie de planter des arbres, des variétés d'arbres que j'aurais jamais pensé. Plus hâtives ou moins hâtives? Plus précoces ou moins précoces? Plus précoces. Mais aussi des variétés d'arbres. Je sais que j'essaie de planter des trucs, des magnolias ou des trucs qu'on trouvait que dans le sud ou dans les vallées, pour essayer parce que je suis sûr que ça passera dans quelques années, ce genre de variété. Mais bon, après il y a des expériences qui marchent pas. J'ai planté un bananier il y a 2 ans dans mon jardin, il est mort. Alors bonjour, moi c'est pour faire part d'un témoignage indirect parce que je ne suis pas du tout agricultrice, mais il y a un agriculteur qui est sur Rosières qui m'a expliqué qu'il allait se mettre au pois chiche, à la fois pour essayer de répondre un peu au changement climatique et aussi parce que avec les législations sur la biosécurité, c'est devenu trop compliqué pour lui de faire de l'élevage de porcs.
mais qu'il se fait la réflexion qu'on va quand même avoir besoin de protéines. Et du coup, il voudrait partir sur du pois chiche avec des modes de transformation qui ressembleraient un petit peu aux galettes de soja qu'on peut manger, ou voilà, pour s'adresser à un public qui mange moins de viande et qui a quand même le souci d'avoir des protéines végétales. Voilà, c'était juste pour ce petit témoignage pour dire qu'il y a aussi des gens qui ont pensé carrément à ça. Merci beaucoup. On va conclure cet échange qui était très riche. Vraiment, merci beaucoup d'avoir écouté, parlé, donné vos témoignages. Alors bien sûr, le week-end se prolonge et il y a plein d'aspects qu'on va essayer d'aborder ensemble. En tout cas, c'était très très instructif. Donc merci à nos intervenantes et intervenants. Et puis, je vais vous proposer d'aller manger des crêpes avant de passer à l'atelier. Merci à tous.